bienvenue pour une nouvelle vidéo. Nous sommes ravis puisque l'équipe de France a fait 3 sur 3 sur son premier tour dans cette Coupe du Monde. On va en parler pendant une petite demi-heure. Et aujourd'hui, nous sommes que deux dans un tête-à-tête un peu spécial puisque je suis avec Christophe Denis, cher ami. Bienvenue sur le plateau de First Team, c'est la première fois que tu viens. Ouais, et j'en suis ravi. Et ben, ça fait longtemps que j'attends cette invitation-là. Et là, vraiment, voilà, je suis prêt, là, je suis affûté. Alors pour rappeler un peu qui tu es, tu as été entraîneur du Paris-Levallois, à Rouen, à Bourg-en-Bresse, donc en Pro A, en JP Elite maintenant, en Pro B. Maintenant, tu travailles avec Erwan puisque c'est ton président à Malakoff. Ouais, et c'est pas facile tous les jours. Hein. J'imagine. C'est peut-être le plus gros challenge, le plus difficile là, qui m'attend sur les prochains mois. Il y a le challenge sportif, il y a le challenge, la cohabitation avec Erwan. Avec Polo, on sait de quoi on parle puisque tous les jours, nous sommes avec toi, Erwan. Lui qui est à Los Angeles pour la sortie de NBA 2K20. Il a de la chance, mais vous savez quoi? Demain, il sera de retour puisque nous ferons un petit débrief pour France-Lituanie juste après le match. On sera en direct avec vous sur YouTube pour pouvoir débriefer tout ça en espérant une belle victoire des Bleus. Mais tu es là, pas en qualité d'entraîneur, parce que tu es consultant sur Canal+, surtout. Oui, bien sûr, et j'en suis ravi d'ailleurs. J'ai commenté une douzaine de matchs depuis le début de la compétition. Ouais. J'ai évidemment suivi aussi tous les matchs de l'équipe de France. En parallèle, du coup, parce que tu commentes toujours en même temps. En même temps que l'équipe de France, mais voilà, je peux pas m'empêcher de rentrer à la maison et de me mettre devant mon écran d'ordinateur et de disséquer un peu ce que fait l'équipe de France. Voilà, et puis d'essayer de prévoir un peu aussi leurs futurs adversaires et quel pourrait être leur parcours et ce qu'ils pourraient faire. Mais c'est passionnant. Mais clairement, c'est une super Coupe du Monde qu'on est en train de vivre. On sait, vous aussi, sur les réseaux, on vous voit tout le temps commenter quand il y a de la bagarre. On a vu que tout le monde était assez chaud. Donc, on va pouvoir parler de plein de choses. Alors, on va commencer par un bilan du premier tour. Les 3 premiers matchs, on a déjà fait France-Allemagne, mais on va parler des certitudes et ainsi de suite. Ensuite, on va faire une projection donc sur France-Lituanie et sur France-Australie. Donc, demain, France-Lituanie, lundi, France-Australie. Et ensuite, on parlera des autres groupes, de Team USA, de la Grèce, de la Serbie et ainsi de suite, parce qu'il y a plein de choses à dire et puis on verra qui sera peut-être notre adversaire en quart de finale. On finira sur un petit power ranking, donc une course au MVP. On va parler du podium des meilleurs joueurs de la compétition. Et comme on est un peu fiers d'être français, on a mis Evan Fournier. Je vous gâche un peu la surprise, mais il y aura d'autres vrais gars. Tu es prêt à parler de tout ça? T'es chaud? Ah, mais moi je suis au taquet là. Et ben c'est parti. Allons sur le bilan du premier tour. Donc, alors la première question que je vais te poser, on va voir les résultats de notre équipe de France qui s'est finie avec une victoire probante face à la République dominicaine, pas Porto Rico. Alors, qu'est-ce que tu as pensé de ce premier tour? Est-ce qu'on doit être rassuré par les performances de nos Bleus? Bah forcément oui, parce que de toute façon, déjà c'est 3 victoires, et ça c'est important. Hein, on aurait pu, face à l'Allemagne en tout cas, pour le match d'ouverture, tomber sur une équipe redoutable, hein, avec Dennis Schroeder, évidemment, mais pas que. On aurait pu se prendre les pieds dans le tapis, on aurait pu commencer la compétition en étant un peu trop respectueux, peut-être un peu trop craintif. On sort d'un Eurobasket pas forcément très brillant, on aurait pu arriver avec pas mal d'incertitudes, et finalement ils l'ont remporté, ce match piège. Il a clairement lancé, on a cette impression-là. Oui. Avec une première mi-temps plutôt brillante, exactement, même s'ils se sont fait peur sur la fin de rencontre. Voilà, ils ont dû gagner le match 2 fois, et c'est bien de gagner un match 2 fois, parce que c'est aussi synonyme de caractère. Voilà, donc c'est 3 victoires, et la manière surtout, face à la Jordanie, face à la République dominicaine, alors quand on parle de match piège, il n'y a pas plus piégeux que ces 2 matchs-là, et les Français, ils ont su s'imposer avec la manière, et en faisant tourner son effectif. Enfin, il y a plein de bonnes choses. Tout le monde. Il a impliqué tout le monde. Exactement. Et puis une hiérarchie qui me semble être aujourd'hui clairement définie, avec des joueurs leaders comme Evan Fournier justement qui assume totalement son rôle, des joueurs autour d'Erwan justement qui font le job. Erwan, défense. Erwan Abotrette, bien sûr. Erwan Abotrette, pardon. Evan Fournier, vous voyez, qui m'obsède. Il m'obsède. Il me rentrait dans la tête, il m'obsède. Non, Evan Fournier. Ce que j'aime bien, c'est que, tu sais, à l'Eurobasket, on avait justement ce problème de hiérarchie, on ne savait pas où est-ce que ça allait. Et là, dans cette fin de match face à l'Eurobasket en 2017, dans cette fin de match face à l'Allemagne, et je vais complètement dans ton sens, on a vu qui allait prendre les derniers tirs, on a vu combien Rudy Gobert était important, mais dans un rôle très défini, c'est-à-dire de rempart défensif. On ne va pas réinventer son profil, c'est un arbre dans la raquette, il faut qu'il soit important dans la dissuasion, dans l'aide, sur pick and roll, mais aussi sur du rebond offensif, sur des pick and roll. Et il a été très important des 2 côtés du terrain. Et puis derrière, il faut que les seconds couteaux soient bons. Et Nando De Colo, mine de rien, nous a clairement rassuré
sur les 2 autres matchs, après son pire match peut-être en équipe de France contre l'Allemagne. Ouais, enfin, il y a plein de petites choses qu'il faut aligner justement pour que cette équipe de France soit vraiment performante. Bien sûr, il y a une hiérarchie de jeu, une identité de jeu à mettre en place, vraiment à consolider. Et je pense c'est en train de se faire. C'est pas totalement terminé parce que les oppositions qui arrivent maintenant, qui sont bien autre chose, ouais, clairement. Donc je pense que ça va encore s'affirmer, mais donc il y a une identité de jeu bien à mettre en place et une hiérarchie aussi au sein de l'équipe entre les joueurs. J'ai vu pas mal de reportages sur Vincent Poirier qui dit que lui, de toute façon, c'est le backup de Rudy Gobert, qui n'est pas là pour lui prendre sa place. Il est là tout simplement pour avoir 10-15 minutes de temps de jeu et être le plus performant possible dans ce rôle-là. Vous voyez, et j'ai l'impression que les 12 bonhommes de l'équipe de France savent exactement quel est leur rôle, ce qu'on attend d'eux, qu'est-ce qu'ils doivent apporter à l'équipe de France, dans quel moment, etc. Et puis des joueurs comme Evan Fournier, mais pas que, Nico Batum, De Colo, Rudy Gobert, Amath Mbaye aussi, qui est aujourd'hui un membre du 5 majeur, bien sûr, qui sont capables vraiment d'amener l'équipe de France à la victoire. Et moi, je trouve que cette équipe de France, ça fait bien longtemps que je ne l'ai pas senti finalement en totale maîtrise de ce qu'elle veut faire et en vue d'atteindre ses objectifs. Il y a un truc qui nous revient clairement en tête tous. Il y a 2 mots en fait qui me reviennent. C'est d'abord la défense. J'ai amené mon petit reverse spécifiquement pour aujourd'hui parce qu'on est tous bluffés par les entames de match. Évidemment, quand tu mènes 13-0 contre des équipes moins fortes, eh bien, tu te dis ouais, mais c'est simple et tout ça. Mais non, puisque l'implication, c'est le deuxième mot qui me vient à l'esprit. L'application de tous les joueurs. Tu sens qu'il y a une espèce de projet commun qui commence par la défense. On mettra des paniers, peut-être, mais en tout cas, on est capable sur des séquences de 4, 5, 6 minutes de pas prendre un panier. Et ça, c'est quand même une certitude qui était difficile à déceler avant la Coupe du Monde et qui me bluffe complètement. Ouais. Tu vois, tu te rappelles au bon souvenir de ta formation de joueur. Ah ouais, bah alors là, parce que je l'ai pas dit, mais cher ami Christophe Denis était mon entraîneur en espoir au PBR et dans notre club, l'ADN, c'était clairement de défendre. Je passais ma vie d'abord à défendre avant de mettre des paniers, ce qui est quand même complètement con. Et maintenant que tu as grandi et que tu as acquis un peu plus de maturité, tu vois très bien en quoi la défense est importante. Parce que regarde Andrew, attends. On n'a même pas cité notre leader. On n'a même pas cité, bah ouais. Et le gars est en équipe de France pour sa défense. Voilà, et ben justement, c'est un bon exemple. Il n'y a pas meilleur contexte que le contexte défensif pour renforcer la cohésion de groupe. Et on sait qu'une équipe qui réussit, c'est une équipe qui est en totale cohésion. Définition des rôles, acceptation des rôles, etc. Défensivement, si vous voulez, il y a un paramètre, et c'est justement dans ce magnifique ouvrage de Rivers, là, consacré à la défense, il n'y a pas meilleur sentiment, justement, pour renforcer la confiance en soi et la confiance qu'on peut avoir en ses coéquipiers et en son équipe. C'est d'avoir le sentiment que quoi qu'il se passe quand je vais défendre sur la balle ou quand je suis impliqué dans une situation défensive, quoi qu'il se passe, il y aura toujours au moins un coéquipier dans mon dos qui sera prêt à m'aider. Et quand je vois l'équipe de France défendre comme elle le fait, dans ses entames de match, dans les moments importants aussi contre l'Allemagne, quand ils sont revenus au score, ils ont gagné 2 fois le match, ils l'ont gagné en défense. Je trouve que quand je les vois tous impliqués dans ce projet défensif-là, ça les amène finalement à un engagement total. C'est difficile de s'engager totalement. Vous savez, des fois, quand on prend l'engagement de faire quelque chose, c'est très souvent à 98-99%. Il y a toujours un petit pourcent d'incertitude. Quand je vois défendre les joueurs de l'équipe de France, ils me donnent le sentiment qu'ils sont totalement engagés dans ce qu'ils font. Et je trouve que c'est attaquer la compétition et son adversaire sous le bon angle. Parce que cet engagement défensif de la part de tous renforce la cohésion de groupe et définit aussi l'identité de jeu offensif. C'est-à-dire que grâce à leur stop défensif, l'équipe de France se permet de courir beaucoup sur le jeu rapide. C'est vrai. Il y a quelques mecs que je voulais citer. J'ai envie de distribuer un peu les bons points. On a parlé d'Evan, on en reparlera en fin d'émission. On a un tout petit peu parlé de Rudy, mais on en reparlera dans ses confrontations face à la Lituanie et l'Australie. Il y a un gars qui est dans le 5 majeur depuis 2 matchs, qui a pris entre guillemets la place d'Andrew, je mets des grands guillemets, parce qu'Andrew Albici avait commencé contre Schroeder, contre l'Allemagne, mais finalement c'est Franck Ntilikina qui est titulaire et qui a l'air
libéré pendant la preview de la compétition. Moi, j'avais dit que Andrew et Franck étaient sur deux dynamiques un peu différentes, c'est-à-dire que Andrew, on sait ce qu'il va apporter, de la défense, son côté gestionnaire et son implication dans le collectif. Franck, ça peut être un déclic pour lui, je parle même dans sa carrière, et on a cette impression-là, au travers de son adresse, par exemple, il prend ses tirs, il n'a pas peur de les prendre, et il les met, et c'est pas ric-rac, on sent que, tu en parles d'implication, il met dedans parce qu'il est en pleine confiance, en pleine possession de ses moyens, et que l'équipe lui fait confiance, et j'ai mis un petit tweet hier, mais c'est vrai que quand il met un panier, je sais pas, moi, ça me fait quelque chose. Je suis ravi de voir Franck à ce niveau-là, à plus de 10 points par match, et avoir autant d'importance dans l'équipe. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ça? Je pense que c'est un jeune joueur, que c'est sa première compétition internationale avec l'équipe de France. Mais c'est aussi un joueur qui a pas mal d'expérience parce qu'il a fait quand même toute sa formation du côté de Strasbourg. Et vous savez, à Strasbourg, comme dans d'autres clubs en France, Le Mans, Portez, les jeunes joueurs sont élevés à la haute compétition. Dans la formation qu'ils reçoivent, on leur inculque toute cette éducation liée à un savoir-faire à très très haut niveau. Donc, il a reçu une bonne éducation de Lauriane Dolt au centre de formation. Et puis, c'est un joueur aussi qui a passé un certain nombre d'années avec Vincent Collet avec l'équipe première. D'accord. Il a participé à la Basketball Champions League. Il a eu les équipes de France de jeunes et aujourd'hui, il joue en NBA. Donc, Franck Ntilikina, aujourd'hui, n'a pas besoin qu'on lui explique ce qu'il doit faire pour être performant. Oui, tu as raison. Ça, c'est sûr. Peut-être, mais après, il y a aussi une réalité, c'est que il a été élevé, il a été conditionné même pour le très 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 haut niveau, il a le physique pour, il a même le talent intrinsèque pour. Après, il y a une réalité, c'est que ces 2 dernières saisons, surtout cette saison-là, au gré des blessures aussi, a été hyper décevante. Et ça reste une demi-surprise, moi je suis ravi, mais de le voir à ce niveau-là, dans le 5 majeur de l'équipe de France. Thomas Hurtel s'est blessé en préparation. Et aujourd'hui, il est très fort des deux côtés du terrain et il apporte clairement sa pièce à l'équipe de France. Ça reste une petite Mais Thomas, même, c'est toi qui as raison. C'est qu'une question de confiance. Je pense qu'il a été bien accueilli. Ça, c'est sûr, par tout le monde. Oui, c'est vrai. On lui a fait une place. On lui a expliqué très clairement ce qu'on attendait de lui. On lui a expliqué que il était talentueux et que s'il est là, c'est pas forcément un cadeau qu'on lui a fait, il le mérite aussi. Et en plus de ça, je trouve que dans le jeu, dans ce que l'équipe de France produit, le type de jeu que l'équipe de France joue, ça lui va à merveille. Il saisit l'opportunité. Je pense que c'est quelqu'un qui a un très bon caractère, qui est capable justement d'avoir, en tout cas, le courage nécessaire pour tenter des choses. C'est ce qu'on lui reproche jusque-là, et là, il le fait. Contre ça, il le fait, clairement. Il le fait, mais parce qu'on l'a mis en confiance, et les joueurs qui sont autour de lui, les leaders, Evan Fournier, Nico Batum, etc., Andrew Albici, qui a commencé dans le 5 majeur sur les fenêtres internationales, il dit, mais mon grand, vas-y, prends. Vous savez, commencer un match est une chose. Le finir, c'est mieux. Exactement. Il faut regarder toujours les 5 joueurs qui terminent les rencontres, surtout quand les rencontres se jouent à pas grand-chose. C'est vrai. Hier, c'est vrai qu'Andrew, après le match, justement, au micro du journaliste après le match, a dit mais moi, je suis super content pour lui dans le 5 majeur. Moi, j'en ai rien à faire de qui est dans le 5. On est là pour l'équipe. Et c'est vrai que le poste de meneur était un peu en question. Pour l'instant, on est un peu rassuré. On a donné que des trucs positifs jusque-là. Mais il y a quand même des interrogations, surtout sur l'adversité. On va se projeter maintenant sur le 2e tour, et donc le match face à la Lituanie, puisqu'on va regarder les groupes du deuxième tour, et donc celui de l'équipe de France aussi. Donc on est dans notre groupe, j'ai un trou de mémoire, c'est pas grave, mais Polo va me rassurer et va me le mettre. Merci, on est dans le groupe L, avec l'Australie, avec la Lituanie et la République Dominicaine, évidemment. On les a battus de 40 points, mais ils sont quand même au second tour. Là, on voit donc les 4 groupes, on vous laisse tranquillement les lire. En ce moment, au moment où on enregistre, la Russie est devant face à la Pologne. Donc c'est intéressant de voir dans ce groupe-là, qui est censé être le moins fort des 4. Dans le groupe J, la Serbie, l'Espagne, l'Italie, Porto Rico. Aujourd'hui, on a un super Espagne-Italie. Espagne-Serbie. Espagne-Serbie aujourd'hui, c'est pas dimanche? Je sais plus, mais c'est pas grave. Oui, on a tellement. Oui. Et un dernier groupe, les États-Unis, le Brésil, la Grèce et la République tchèque. On s'en intéresse dans quelques minutes. Restons donc sur l'équipe de France et sur sa double confrontation hyper importante face à la Lituanie et l'Australie. J'ai quand même l'impression qu'on a tapé 2 équipes très faibles, une bonne équipe d'Allemagne, mais là on va s'attaquer à des équipes qui sont bien plus fortes. Alors comment est-ce que tu ressens ces doubles confrontations? D'abord la Lituanie, et surtout tu n'as pas l'impression qu'on est en confiance, mais on a joué contre personne jusque-là.
Alors, je vais juste revenir sur une déclaration de Vincent Collet hier en conférence de presse. On a été très bon. Il a comparé donc cette compétition de Coupe du Monde de basket au Tour de France. Il a dit on a été excellent sur une première étape de plaine, très roulante, etc. On a été très très bon. On arrive maintenant au pied de la montagne. Et vous savez que sur les étapes de montagne, il y a des coureurs qu'on n'a pas forcément vus sur les étapes de plaine, qui étaient dans le groupe Eto là-bas, hein, à se mettre au chaud, et qui tout d'un coup se révèlent. Et des coureurs, donc des équipes qui ont brillé sur des étapes de plaine et qui, une fois qu'il faut attaquer la montagne, craquent complètement. Je suis ravi pour notre Chirou libre. N'hésitez pas à vous abonner pour les amoureux du cyclisme. Voilà. Et voilà, bravo Vincent Collet qui a fait une super analogie. Voilà, et puis ça nous fait du bien aussi d'être comparé à ce sport difficile. Mais je pense qu'il a raison. Après, voilà, il y a toujours une incertitude de toute manière. Et c'est le propre de la compétition. On ne sait jamais. Au jeu des pronostics, on dit face à la République dominicaine, face à la Jordanie, l'équipe de France doit gagner de 50 points. Non, non, non. Un match n'est jamais gagné d'avance. Il n'est jamais perdu d'avance. Et si l'équipe de France doit jouer la Serbie en demi-finale, admettons, il ne faut pas non plus arriver. Mais bien sûr, mais moi j'aimerais bien qu'on joue la Serbie en finale et qu'on tape les Serbes en finale. Vous voyez. Donc si on va en finale, moi j'ai déjà envie d'aller en quart. On va peut-être un peu vite en besogne avant de penser à la demi-finale. Moi j'ai quand même un match. Alors pour être clair, si la France gagne contre la Lituanie, on passe en quart de finale, sans parler d'adversaire, mais en tout cas, c'est très important. Il faut gagner le premier match contre les Lituaniens. Mais ce que je veux vous dire, c'est que l'incertitude, elle vient très souvent. Encore, je pense que je te parle plus. Ok, Thomas. Elle vient en interne déjà. Elle naît en interne, cette incertitude. Je pense que les joueurs de l'équipe de France, le staff de l'équipe de France, ils sont sûrs de leur force. Ils doivent être sûrs de leur force. Et même si aujourd'hui, on rentre sur ce deuxième tour face à des équipes qui sont quand même de gros calibre, et la Lituanie est une très très belle équipe, il faut avoir du respect pour cette équipe-là, mais pas trop. Voilà, et je pense que ça peut être compliqué à partir du moment où on arrive un peu craintif comme ça. Il n'y a aucune raison finalement de penser qu'on pourrait éventuellement perdre. Moi, je pense qu'il faut aborder maintenant ce deuxième tour et le reste de la compétition, si on y est, Thomas, et tu as raison, il faut aborder le reste de la compétition en ayant beaucoup de certitudes, ce qui est quand même la force des Américains. Oui, ça c'est vrai. Donc demain, France-Lituanie, 14h, on sera en débrief juste après le match. Intéressons-nous un peu au match-up, parce qu'il y a quand même des mecs qu'on connaît très bien dans cette équipe. Le duo d'intérieur, évidemment, Jonas Valanciunas, qui affronte Rudy Gobert plusieurs fois dans l'année. Maintenant, ils sont même dans la même conférence. Le fils Sabonis. Et le fils Sabonis, qui sont quand même deux braves Golgoth dans la raquette. Alors, comment on joue contre eux? Puisqu'aujourd'hui, Amatem Bay sera peut-être un peu sous-dimensionné sur un poste 4 pour affronter Sabonis. Est-ce qu'on doit faire jouer Mathias Le Sort? Est-ce qu'on doit faire jouer Vincent Poirier et Rudy Gobert en même temps? Je te pose la question. Je ne pense pas, parce que c'est deux postes 5 et qu'on se priverait de quelque chose qui est fondamental aujourd'hui au sein de l'équipe de France et dans le basket moderne, c'est d'avoir un 4 shooter capable d'évoluer face au cercle dans un registre de tir longue distance à 3 points ou de prise d'intervalle plus créateur. Donc les deux grands ensemble, ça me semble pas être une bonne idée. Mbaye est dans le 5 pour l'instant. Il faut tout simplement, mais c'est ce que je vous disais, c'est ce que je te disais, pardon Thomas, précédemment, c'est que le match-up il est intéressant. Le match-up des grands, il n'y a pas forcément de stratégie à mettre en place ou d'essayer de mettre des petits intérieurs pour. Mathias Le Sort, il sera capable de défendre dessus, évidemment. Hein, intérieur, pitbull, de petite taille, bien attaqué au niveau de la hanche là, pour les casser en deux, etc. Et puis faire payer de l'autre côté aussi. Quand tu étais espoir, tu t'es fondé sur les intérieurs. Oui, malheureusement. Tu leur rendais beaucoup de centimètres. Mais tu étais plutôt performant d'ailleurs. Ce qui, pour moi, est encore un mystère. Mais, bonne pub. Non, mais c'est pour ça, t'as un truc encore. Non, tranquille. Mais de toute manière, on n'est pas là pour faire le débrief de ma carrière. Non, c'est clair. Cette émission, non, mais je pense qu'il n'y a pas de stratégie défensive à mettre en place face à la Lituanie. Je pense que Rudy Gobert est parfaitement capable, dans son match-up, de défendre dur. Il faut tout simplement continuer à défendre comme on le fait au début de la compétition face à la Lituanie. Mais trapper poste bas, etc. Je ne suis pas convaincu. Je trouve que l'équipe de France, pour l'instant, est défensivement redoutable. Et c'est peut-être plus aux Lituaniens à se poser la question de comment on va attaquer face aux intérieurs français que les Français qui doivent forcément se poser la question de comment défendre. Comment défendre comme ils l'ont fait depuis Là, j'ai l'impression que c'est le coach qui parle lors de la causerie juste avant le match. Parce que moi, j'ai un autre problème qui n'a jamais été posé jusqu'ici lors de la phase de groupe. C'est que Rudy Gobert a été monumental dans sa raquette de dissuasion, de contre. C'est le meilleur contreur de la NBA. C'est le meilleur contreur de la compétition jusque-là.
il n'a jamais eu à affronter un vrai pivot qui est capable de jouer poste bas. Et ça, moi, j'en ai parlé avant la compétition. Ma petite crainte, c'est que lorsqu'il y aura Sabonis ou Valanciunas, bon, d'abord Valanciunas, ou Bogut ou Baines en Australie face à lui, et qui vont lui proposer justement du jeu poste bas, tu vois, des feintes, ce genre de choses, d'attaquer sur lui en 1 contre 1, ma grande crainte, c'est que Rudy prenne des fautes rapidement et que derrière, ça foute notre plan de jeu complètement en l'air. C'est une vraie crainte que j'ai. Là où je suis d'accord avec toi, Thomas, c'est face à la Lituanie. Parce que la Lituanie a un secteur intérieur dominant et ils basent leur succès grâce à l'efficacité de ce secteur intérieur-là. Ça sera face à la Lituanie, pour moi, une des clés du match, voire même peut-être la première, la clé du match, défendre correctement le secteur intérieur. Moi, je suis d'accord avec toi là-dessus. Je ne dis pas il ne faut pas se focaliser là-dessus, concentrons-nous sur autre chose. Non, bien sûr qu'il faut défendre le secteur intérieur, non seulement pour limiter le rendement offensif de ces intérieurs-là, Sabonis, d'abord, je pense. D'abord. Sabonis, oui, parce qu'il a la capacité, Sabonis aussi, de faire briller les autres. Et puis, mais par contre, c'est comment s'y prendre pour défendre ce secteur intérieur-là. Qu'est-ce que tu ferais, toi? En match-up. Donc, tu fais confiance à Rudy en disant il y a Valanciunas en face de toi, il faut que tu gagnes ton 1. Exactement. Tu gagnes défensivement, tu es un contre 1. Parce que le plan B, ça veut dire... Après, il y a les rotations. Bien sûr, il n'y aura pas que Rudy Gobert en défense. Mais bon, tous les intérieurs. Sera primordial, jouera sûrement 30 minutes dans ce match-là. 25 s'il n'y a pas de problème. 25-27 minutes. Et je pense que après, il faut voir. Hein, parce que si Mathias le sort sur son entrée en jeu, ce qu'a très bien fait d'ailleurs Andrew Albissi face à Schroeder, si on s'aperçoit que le sort, il prend l'avantage sur les intérieurs lituaniens. Il va jouer, lui, 25 minutes, peut-être même 30. Ça, c'est Vincent Collet qui va décider. Mais moi, je pense qu'on a des intérieurs qui sont capables de défendre. Parce que le plan B, c'est quoi? C'est de venir trapper poste bas. Si vous venez trapper poste bas, vous vous exposez à un danger, mais alors, qui est peut-être encore plus important que le secteur intérieur. C'est les shooters lituaniens. On pense à Kalnitis, notre ami qui a joué à l'Asvel. C'est pour ça qu'on dit qu'on connaît cette équipe. Ce sont des mecs qu'on voit... évoluer aussi en Europe et dans le championnat de France notamment. Exactement. Donc moi je pense qu'il faut rester dans ce que l'équipe de France a prévu. De toute façon, l'équipe de France, elle a défendu au premier tour pour anticiper le deuxième. Et le projet de jeu défensif de l'équipe de France, il a été fait, il a été pensé, en tout cas avant la compétition et sur ce premier tour, pour qu'on puisse justement anticiper le deuxième et les intérieurs lituaniens et australiens. Après l'Australie, vous parlez de Bogut, je trouve beaucoup moins dominant que les intérieurs lituaniens. Oui, mais Baines, Aaron Baines, Aaron Baines, oui. Physiquement dominant. Oui, physiquement dominant, mais pas dans un registre dos au panier, je descends la balle sur le poste bas, je te fais jouer 1 contre 1. C'est plus rebond offensif, se présenter dans les petits espaces, etc. Il est plus dans ce registre. Et à Landale aussi, hein, qui n'est pas brillant hein, depuis le début de la compétition. C'est maintenant que ça commence pour deux fois. Exactement, voilà. Mais je pense que l'Australie, ça sera plus Della Vedova à surveiller. Ingles aussi, Joe Ingles qui fait un carton, le couteau. C'est pour Nico Batum, ça. Hein. Exactement. Ah là, c'est la mission de Nico Batum. Wemby, il faut voir un des deux, mais voilà. Et puis après, encore une fois, par rapport à tous ces dangers là sur les différents postes de jeu face à Lituanie et Australie, l'équipe de France est capable de défendre ensemble beaucoup, de venir en aide, de rentrer dans des rotations. Je les ai trouvés très performants et de repousser l'adversaire très loin derrière la ligne à 3 points. La République dominicaine, on a vu un nombre d'actions incalculables. Normalement, on voit ce type d'action de tirer au bout des 24 à 10 mètres. Alors, parce qu'on n'a pas le choix, quand on joue, je sais pas, des U17 face à des U15, quand il y a des différences d'âge, c'est rare de voir à très haut niveau comme ça, des attaques repoussées continuellement comme ça, ils ont été incapables soit de pénétrer, soit de trouver des shooters un peu ouverts. Ça va être aussi très important, parce que quand j'entends Aaron Baines dans les petits espaces, ça veut dire que Franck, qu'Evan, que Nando, qu'Andrew, que tous les joueurs, que Axel Toupane, tous les joueurs extérieurs vont devoir tenir leur duel, et donc, pourquoi pas, limiter Patty Mills, qui fait partie des meilleurs joueurs de la compétition. On se rappelle juste que hier, il y avait un Lituanie-Australie que l'Australie a gagné avec un super Patty Mills en fin de match. C'était très important justement pour le second tour et l'Australie s'en est sortie. Ils font partie des favoris jusque-là. C'est le moment de se projeter un peu et de me donner un petit prono. Alors France-Lituanie demain, qui est super fort, qui remporte le match, un petit écart peut-être. En pronostic, j'aime pas ce petit jeu-là parce que ça dépend de tellement de choses. Non, déjà, et le souhait, parce que c'est évidemment que l'équipe de France s'impose, Thomas, ça c'est sûr. Je pense que l'équipe de France va s'imposer.
c'est un premier grand rendez-vous pour elle. Si on doit se projeter justement sur le reste de la compétition, c'est vraiment un premier grand rendez-vous. L'Allemagne l'était pour un début de compétition. Attention, ne pas trébucher, voilà. Et puis le contentieux de l'Eurobasket. Bon voilà. Là, on est en compétition à nos amis allemands. Oui, là, ça les a plombés complètement. Ils font partie de tous les mecs qui sont passés à la trappe. Ils ont pris dans la courge et puis ils sont jamais remis. Et puis tant mieux d'ailleurs. Ça me fait bien plaisir. Et puis donc là, on est lancé dans la compétition et la Lituanie, c'est vraiment voilà. Là, les gars, on est dedans. Là, c'est pas le moment de se cacher, c'est notre heure, comme dirait le président Macron au rugbyman. C'est notre heure, et les joueurs ont très très envie. Là. Ça c'est vrai. Les joueurs ont vraiment très envie. Et de pouvoir un peu maintenant, on l'a déjà fait par le passé, de pouvoir encore une fois saisir l'opportunité d'envoyer un message en disant on existe, les gars, fait on est partie des boss de l'Europe. Avec la Serbie, on fait partie. La Lituanie, on vous a tapé quand on a été donc champion d'Europe, vous vous rappelez, en finale, voilà. C'est encore une fois l'opportunité de dire... on est les boss, on est les meilleurs. On est devant. C'est cool. Et voilà. Donc je pense que l'équipe de France va gagner. Je m'attends à un match difficile. Peut-être un match qu'il faudra gagner 2 fois, encore une fois, voire même 3. Je sais pas, la Lituanie a le droit aussi d'arriver demain complètement folle, en pleine réussite. Voilà, il y a plein de paramètres comme ça. Ils sont dans le même cas de figure que nous, c'est-à-dire qu'eux doivent battre les deux équipes, faire 2 sur 2, donc commencer par une victoire face à l'équipe de France. Moi, j'ai envie de voir, et je suis sûr qu'on va voir ça, une entame de match de très haut niveau. Ils nous ont habitués à ça sur les 3 premiers matchs. Ils ont cette implication mentale. Vincent Collet a réussi vraiment à dominer ce groupe et à inscrire une hiérarchie très intéressante. Je suis persuadé qu'on va être très fort sur le début du match. Je ne sais pas s'il y aura beaucoup de points. Ça peut se rendre coup pour coup défensivement. Maintenant, j'ai du mal à me projeter sur la suite du match et sur le match de Rudy Gobert. Je le répète encore une fois, il n'a jamais eu à défendre sur des pivots dominants qui jouent poste bas. Je ne sais pas comment il va se comporter dans ce basket FIBA, parce que quand je pense à Rudy Gobert en défense, parfois je pense à Pau Gasol qui nous met 40 sur la gueule. Donc il a progressé, il est largement meilleur qu'à l'époque, c'est vrai. Mais c'est pas sa qualité première, c'est-à-dire d'arrêter des mecs poste bas. Après, Thomas, il faut pas oublier une chose aussi, mais ça c'est un truc de coach, et je peux pas t'en vouloir de pas y penser. Moi, je suis bien dans mon écran là, t'inquiète. Et c'est ça. Sur ma caméra. À critiquer beaucoup. Après, Vincent Collet et son staff là, Pascal et Lolo Forest, et Rudy Nellum, faut pas que je l'oublie, ils auront un choix à faire, c'est-à-dire que quand vous avez affaire à ce genre d'équipe là, qu'est-ce que vous faites? Vous laissez les intérieurs marquer des points et puis vous limitez le rendement des autres, ou vous fermez le secteur intérieur en vous exposant un peu justement à la réussite extérieure du bac court. Il y a aussi ça, c'est comment isoler. C'est comment isoler les uns les autres, si vous voulez. Est-ce que vous isolez les petits des grands? Est-ce que bon, voilà, il y a aussi ce pari-là. Pascal Donadio avec Nanterre, par exemple, très souvent, à l'époque du Paris-Levallois, quand on avait Sean May sur le poste 5, il partait du principe qu'il valait mieux laisser Sean May marquer 30 points, mais par contre limiter les autres. Et il ne faut pas que les intérieurs de la Lituanie puissent marquer 20-25 points. Et rayonner sur le reste de l'équipe. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on ferait alors? Qu'est-ce qu'on ferait? Parce que moi, l'ADN de l'équipe de France, c'est les gars, on a chacun un duel à tenir et on va le démonter. Moi, je pense qu'on a des petits qui sont capables de défendre très très fort justement sur les extérieurs. Donc, ça veut dire limiter leur capacité de faire jouer les grands. D'accord, hein, donc de se mettre sur la ligne de passe, grosse pression sur la balle, etc. Et de demander aux grands de se mettre 2-3 quarts ou de couper les intérieurs. Voilà. Et c'est rare qu'il... Il aime pas, il reste derrière. Il reste derrière, mais parce qu'il a confiance en lui et que ça lui permet d'être dans l'aide. Il y a beaucoup d'interrogations sur ce match-là. L'avantage, c'est que c'est demain, ça passe tellement vite les compétitions de basket international. Demain, 14h, on saura très rapidement, c'est dans 24 heures, donc on pourra voir quels seront les choix de Vincent Collet. On se garde un petit prono. Allez, je te laisse faire un petit prono pour l'Australie. Moi, je donnerai le mien demain dans le débrief. L'Australie, on est au-dessus plutôt. On est au-dessus. Donc tu fais 2 sur 2, toi? Ouais, moi je fais 2 sur 2. Eh ben écoute, j'espère. Je fais 2 sur 2. On fera 2 sur 2. Non, mais je pense que j'ai raison. Bah, j'espère.
faut avoir des certitudes dans la vie. J'ai raison. Non, mais je pense qu'on va faire 2 sur 2. faut avoir des certitudes, vous nous dites dans les commentaires ce que vous en pensez. Donnez-nous des scores. J'ai envie de savoir si vous sentez un match d'attaque contre la Lituanie, contre l'Australie, des matchs défensifs, un écart pour l'équipe de France, une tôle pour la Lituanie, j'en sais rien. Mais ça va jouer à l'européenne contre la Lituanie. Par contre, contre l'Australie, ça risque d'être un match un peu plus offensif. Tout à fait. Et moi, j'aime les matchs offensifs. J'ai trop souffert pendant toute ma carrière de basketteur avec les coachs défensifs pour maintenant m'éclater face devant des matchs où il y a plein de paniers. On va sur tout de suite les autres groupes, vite fait. Vas-y, Polo, n'hésite pas à nous mettre les groupes du second tour. On va parler de Team USA et de la Grèce, puisqu'ils sont dans le même groupe, le groupe K en bas à gauche. Donc États-Unis, Brésil, Grèce, République tchèque. On rappelle que le Brésil, au premier tour, s'était imposé dans un match, dans une victoire entre guillemets surprise face à la Grèce. On avait vu Yanis à la fin s'énerver. Il s'est ensuite vengé hier soir. Alors, dès demain, 14h30, c'est toi qui commentes. Il y a un super Grèce-États-Unis. Les États-Unis se sont fait peur contre la Turquie. La Grèce a perdu un match. La Grèce doit absolument gagner et les États-Unis ne doivent pas perdre s'ils ne veulent pas se mettre en struggle. Donc, qu'est-ce qu'on en dit? Qu'est-ce que tu en penses de ces deux équipes? Et Yanis qui va retrouver Team USA, ses copains. Le monstre contre Team USA. Voilà, je pense que là, pour lui en tout cas, c'est quelque chose d'important. Grand rendez-vous. Ouais, ça, il l'a coché d'une croix, c'est certain, ce match-là. Ce que je pense, c'est que Team USA est décevante. Je pense qu'elle est décevante. Je ne sais pas si c'est vraiment le terme. En tout cas, avec tous les forfaits, et cette équipe qui a été construite au dernier moment, etc., etc. Et quand vous les voyez jouer contre la Turquie au premier tour, par exemple, mais même sur les autres matchs, bon, le match du Japon, on ne le compte pas. Ils ont pris une tôle, 60 points. Je pense qu'ils sont vraiment limités. Alors, on disait avant la compétition, c'est peut-être justement l'année où on va pouvoir les taper. Ils ont déjà été tapés. La Grèce les a tapés en 2006. Oui, avant. Voilà, oui. C'est pas la première fois. La Lituanie, exactement. Ouais. Bon, bref. Et donc, je pense qu'ils sont en grand danger. Je pense aussi que c'est Team USA et qu'il ne faut jamais sous-estimer donc, cette équipe-là. Voilà. Mais très intéressant face à la Grèce, parce que la Grèce, ça reste une identité de jeu, vous savez, demi-terrain, basket au sol, très nasty, comme ça, ils vont mettre des brins. Yanis, ce qui convient pas, moi ce que j'ai vu de tout ça, c'est que Yanis est le meilleur joueur et tout ça, mais il n'est pas non plus au centre de cette équipe, dans le sens, avec les Bucks, forcément, c'est lui la star, il est MVP, il a tous les ballons, il remonte la balle. Là, dans un basket plus académique, forcément, dans le contexte FIBA, il est moins dominant. Alors, on le voit mettre des dunks et tout, mais... Tu as vu sa dernière ligne de stats? Oui, mais il était revanchard. Moi, j'ai senti un Yanis contre les Américains, il le sera. Et puis là, c'est le deuxième tour. Et puis après, on va voir la Grèce jusqu'où elle va aller. Mais de toute façon, revanchard, très motivé pour briller. Moi, je pense qu'il apprend aussi à jouer avec son équipe au fil de la compétition. On aura très certainement un Yanis bien meilleur demain que ce qu'il était lors du premier match de la Coupe du Monde. Ça, c'est certain. Il fait des passes décisives. Il était sur les matchs de préparation, on voyait toutes les équipes qui jouaient contre la Grèce fermer la raquette. Il l'obligeait un peu à prendre à des tirs extérieurs. C'est pas forcément quand même son point fort. Pour pas dire son énorme point faible. Aussi. Et donc, je pense que voilà. Et petit à petit, finalement, il arrive à trouver des solutions offensives qu'il ne trouvait pas en début de compétition. Je pense que cette équipe grecque, elle est bien meilleure avec lui dans le sens où Yanis apporte à son équipe ce que la Grèce n'avait pas pendant de longues années. C'est un peu de folie, un peu de panache, un peu de voilà. Un physique hors norme. Exactement. Un peu de création, beaucoup de 1 contre 1, une présence au rebond offensif sur le jeu de transition. Ça court plus maintenant. C'est moins demi-terrain. Du contre aussi qui permet de faire de la relance. Voilà. Et non, la Grèce, elle est aussi redoutable. Moi, j'avais dit avant la compétition, Thomas, que comme l'Australie d'ailleurs, ça peut être un beau poil à gratter, la Grèce. Là. Moi, j'ai eu l'impression que la Grèce était juste derrière l'équipe de France dans mes prévisions, que l'Australie, la Serbie et les États-Unis étaient vraiment au-dessus, et qu'entre les deux, il y a peut-être l'Espagne, pour le vécu collectif et ainsi de suite, mais que la France et la Grèce, c'était à peu près dans les mêmes eaux. D'ailleurs, la Grèce, on va croiser avec ce groupe-là en quart de finale, l'équipe de France, on pourrait se retrouver face à la Grèce s'il s'impose. Moi, juste pour revenir sur Team USA, la défaite
en Australie en préparation, la première depuis 80 matchs. Ce match face à la Turquie... 78. Ouais, ils avaient gagné 78 matchs d'affilée. Ce match contre la Turquie qu'ils ne doivent absolument jamais gagner. On rappelle que les Turcs, à la fin de la prolongation, ont 4 lancers francs, donc une antisportive. D'ailleurs, les antisportifs, on va en dire un mot, mais c'est une honte de siffler les antisportifs comme ça à tout va. Ça gâche les fins de match. Ils ont donc 4 lancers francs, ils font 0 sur 4, dont Sedi Osman, qui est censé être leur meilleur joueur, même si Ilyasova a été incroyable sur ce match-là. Et derrière, ils sont battre lancers francs. Ils devraient, les Américains, avoir une défaite en plus. Ce que j'ai pour eux, c'est le sentiment de revanche. T'es à 2 doigts de te faire taper par la Turquie, ça la fout mal auprès de tout le monde. Là, tu joues contre la Grèce, tu dois, auprès des observateurs mondiaux, des fans et ainsi de suite, montrer qui est le boss. Et c'est à ce moment-là qu'ils doivent commencer à montrer qu'ils sont les boss de cette compétition. Donc j'imagine une grosse performance face à la Grèce des États-Unis. Tom, j'ai été très attentif quand j'ai commenté Team USA face au Japon, justement, de voir les attitudes et un peu les faciès et du staff, et Greg Popovich et Steve Kerr, et des joueurs avant le match. Tu es un peu nerveux? Non, pas du tout. Ah. Je pense qu'ils ont frisé la correctionnelle face aux Turcs. Ils savent très bien que partout dans le monde, ça a grincé des dents. Qu'il y a beaucoup d'interrogations autour de leur équipe. Je pense qu'il y a eu une bonne mise au point en rentrant à l'hôtel après ce match-là. Pas forcément une engueulade, mais je pense qu'ils se sont réunis avec leur coach et ils ont pas mal discuté. Et je les ai trouvés très silencieux, pas d'émotion forcément dégagée et déterminés à retrouver une certaine identité de jeu. Toutes les Dream Team, depuis 92, ont joué le même basket quasiment. De la forte défense, de la course... Et de la relance. Et de la relance et du shoot avec le temps. Et du showtime. Ouais, et Kevin Durant sur la suite avec de l'adresse. Et si tout ça, c'est pas possible, quelques petites isolations. Après un pick and roll, on ressort la balle. Beaucoup d'agressivité vers le cercle. On kick et ça shoot à 3 points. Je trouve que Greg Popovich a essayé, très intelligemment d'ailleurs, je n'ai pas eu donné de leçon, je ne me permettrai pas, de dire voilà, on a moins de talent que les Dream Team précédentes, là, que les équipes précédentes. On va essayer d'être un peu plus dans le collectif, de travailler, d'être un peu plus patient, d'avoir un jeu un peu plus européen, un jeu Spurs, tout simplement. Ouais. Bon. Et ça ne convient pas aux joueurs. Ils n'y arrivent pas. Je pense que Donovan Mitchell, je pense que Kemba Walker, tous les petits là, ça ne leur convient pas. Ils ont besoin de défendre dur et courir. Voilà. C'est aussi con que ça. Exactement. Et les Turcs, ils les ont amenés dans un jeu de demi-terrain, tout à l'expérience, avec des possessions longues. Et ils ont obligé finalement les Ricains à réfléchir un peu sur des collaborations défensives et ils se sont fait piéger. Ouais, c'est clair. Bon, après, c'est les Japonais hier. Ils ont fait pression. Un nombre d'interceptions. Un nombre d'interceptions incroyable. En plus, ils ont joué en première intention, les Japonais. Donc, ils ont donné tout simplement des cartouches pour se faire fusiller derrière. Voilà. Et je pense que les Américains contre les Grecs, c'est ce qu'ils vont essayer de faire. Donc, ils vont revenir à une identité de jeu qui leur est propre. Donc, prono, les États-Unis tapent la Grèce. Oui. Et la Grèce, donc, est éliminée. Tu ne vois pas passer. Ils ont déjà une défaite. Ils ont une défaite, donc deuxième défaite. Le Brésil, une deuxième défaite. Le Brésil ne joue pas contre... Ah si, ils jouent contre les États-Unis. Non, c'est fini. Il faudrait que le Brésil perde ses 2 matchs. Ce qui est possible. Ce qui est possible. Ce qui est peu et ça risque de jouer au goal average. Ce qui est peu probable. Ce qui va jouer au goal average. On a fait le tour sur ces petits groupes. Polo, tu peux nous remettre vite fait les groupes, qu'on se remémore tout ça. Et ensuite, on vous mettra les affiches qu'il faudra absolument pas regarder. Pas mater, non, ça marche pas. Ne pas rater. Tout est sur Canal+. Donc n'hésitez pas à regarder tout ça. Et puis ensuite, on va faire un petit power ranking, le podium des meilleurs joueurs. Parce qu'il y a un mec dont on n'a pas parlé, mais je voulais absolument le faire. Polo, on le voit pas, mets-le en plein écran, s'il te plaît, mon cher ami. Comme ça, on pourra revoir donc le groupe de la France, Australie, Lituanie, République dominicaine, États-Unis, Grèce, Brésil, République tchèque. La République tchèque, on n'imagine pas qu'ils passeront. Argentine, Pologne, Venezuela, Russie. Et enfin, le dernier groupe, Serbie, Espagne, Italie, Porto Rico. On imagine que la Serbie va passer. Ça nous fait une petite transition parfaite pour parler du power ranking et donc des meilleurs joueurs de cette compétition. On a choisi 3 mecs. On n'a clairement pas, on n'est pas allé gratter au fin fond parce qu'il y a des gars dont il fallait parler. Et on va commencer par le Serbe, Bogdanovic, qui est un joueur tout bonnement exceptionnel. Regardez, on a choisi donc Bogdanovic, Fournier et Patty Mills, qui est magnifique. On a choisi 3 joueurs invaincus dans la compétition et 3 joueurs donc qu'on devrait retrouver loin aussi. C'est pour ça qu'ils sont là. Alors, Monsieur Bogdanovic, le Serbe, qu'est-ce que tu en penses? Que du bien. Tu m'étonnes. Que du bien, qu'est-ce que je veux dire? Je serais capable, le match qu'il fait contre l'Italie. 35-5. Première fois de l'histoire.
Honnêtement, mais après moi je suis pas humain quand il faut parler basket. Je pourrais regarder ce match-là 10 fois de suite. Tellement il est beau à avoir joué, tellement il est facile, tellement il est intelligent, tellement il défend bien. Enfin, ce mec-là, depuis qu'il a l'âge de 17 ans, moi je le vois jouer. Toi, Tom, tu l'as vu oui, sur un tournoi à Cholet. J'ai joué contre lui. Ouais. D'ailleurs, une histoire qu'on va pas révéler. Non, qu'on va pas révéler, sinon certains pourraient. Voilà. Changer d'avis sur toi. Ouais. Moi, j'ai rien fait. T'es un bon gars, mais non, j'étais juste là, tu sais, bon, témoin, mais. Non, mais moi, ce mec-là, on le voit jouer depuis qu'il est tout petit. Il pue le basket, le gars. Ah ouais. Non mais sérieusement, tu vois sa mécanique je veux dire, et en plus de ça, moi il y a un truc, bon déjà le joueur, ce qu'il fait des deux côtés du terrain et tout, moi il y a toujours un truc qui m'a épaté, hein, et je l'ai remarqué déjà quand il était du côté du Fener, avec Obradovic. J'ai l'impression que ce mec-là, je sais pas pourquoi, c'est un demi-dieu serbe, un demi-dieu basket. J'ai l'impression qu'il a le respect de tout le monde, en Serbie. Ouais. Alors je sais pas s'il vient d'une famille de grands basketteurs, il doit y avoir un truc dessous, mais quand il avait 19 ans, qu'il a fait son entrée dans l'équipe nationale serbe, je l'ai vu, moi, être sur le dos de joueurs qui étaient beaucoup plus vieux que lui. Et notamment. Ça a toujours été le patron, aux Partisans, au Fener, etc. Et même des coachs comme Obradovic, c'est la première fois que je vois Obradovic avoir autant de respect pour un joueur. Presque craintif. Ce qui dégage... on parle toujours de leadership, etc. C'est pas un vocal. Hein. Lui, c'est Zinedine Zidane. Hein. C'est Evan Fournier aussi. Hein. Ouais, c'est vrai. Hein, c'est des profils silencieux, ou c'est pas le capitaine qui va. Ou alors non. Parce qu'il le faut. Mais oui, clairement. Mais alors, ces performances font que, de toute façon, il impose le respect. Et je pense que non, mais pour moi, c'est le meilleur joueur. Pour l'instant, c'est notre favori pour le titre de MVP. Ouais. On n'a pas mis d'Américain. On a pu mettre Kemba. Tatum qui s'est blessé, on en reparlera, mais Bogdanovic, clairement, est un joueur tout à fait exceptionnel. Et on rappelle qu'il sort du banc dans cette équipe de Serbie. Profil à Nando De Colo en équipe de France. Et c'est bien la preuve qu'on peut ne pas sortir du banc, enfin, ne pas être dans le 5 majeur et quand même être le meilleur joueur de son équipe, même si avec lui, avec Jokic et leur raquette de Golgoth, Marjanovic et ainsi de suite. Bjelica. Et Bjelica. Ouais, Bjelica, Radudicia, enfin bref, une équipe qu'on verra sûrement loin dans la compétition, c'est l'une des favorites. On parle de Patty Mills en un mot. Patty Mills qui, dans le contexte FIBA, est tout bonnement exceptionnel. Encore ce match donc face à la Lituanie avec des gros tirs. Je ne comprends toujours pas comment sur un pick and roll, quand il reste 15 secondes, Patty Mills peut se retrouver tout seul. Ça, moi, Alors, on peut se tromper. Non, on peut pas se tromper. En fait, à ce moment-là, tu changes surtout. Genre, je m'en fous, mais tu peux pas faire ça. On peut pas se tromper tout un match. Non, c'est vrai. Et quand vous voyez tous les matchs de l'équipe de France, là, tous les coachs qui font quasiment la même chose. Enfin, il y a un problème. Ouais. Je sais pas. Ils ont tous décidé qu'il n'était pas shooter. Ah, pas. On regarde pas les mêmes matchs. C'est nouveau. Je sais pas. Enfin, ils sont peut-être trompés dans le scouting, mais non, mais il y a un gros souci. Patty Mills. 3 matchs de première phase là. 3 fois, je me dis, mais le gars, il va se réveiller quand? Toujours un peu discret en première mi-temps. Et puis quand il faut mettre un grand coup d'accélérateur, faire l'écart, ou gagner le match, ou gagner le match à la fin, il est tout simplement injouable. Incroyable. Et que du shoot externe. Moi, c'est un truc que j'adore chez Patty Mills. Alors, on le voit de temps en temps faire les tirs drop, aller au layup. C'est rare. Lui, c'est que de la sortie d'écran. Il est très allé sur sa gauche, droite, gauche. Boum, il tire. Après dribble, après pick and roll, il est incroyable aussi. Il est capable d'être dans le petit périmètre aussi. Il est exceptionnel. Et moi, j'ai qu'une hâte, c'est qu'on soit lundi. Et j'ai envie de voir Andrew défendre sur lui. Alors, certes, il joue beaucoup d'eux, puisque de la Vedova est le meneur de jeu. Mais j'ai envie de voir Andrew dans son profil. Alors, Franck aussi pourra le faire, mais il est aussi rapide que lui, si ce n'est plus rapide. Il peut être dans ses espaces. Et on voit que les grands, il n'est pas forcément gêné, Patty Mills. Donc pourquoi pas un petit teigneux sur lui pour essayer de le limiter. Limiter son rendement offensif. Après, il mettra des points. C'est pour ça qu'on parle de limiter, pas arrêter. Exactement. Limiter son rendement. Et encore une fois, comme on l'a dit pour d'autres, pour Bogdanovic par exemple, c'est limiter aussi sa capacité à faire briller ses coéquipiers. Ce joueur mutant entre Della Vedova et Patty Mills. Vous voyez, les deux associés là, c'est pour moi peut-être le backcourt le plus impressionnant de la Coupe du Monde.
dans sa capacité. Non, ben non. Quoique Della Vedova, il n'y a pas plus nasty que ce joueur-là. Et quand il y a un ballon qui traîne, alors là. C'est toujours le premier à jeter. Mais de toute manière, pour battre l'Australie, il faut leur faire payer de ce côté du terrain. Et je suis sûr qu'Evan leur fera payer. Et Chris Goulding aussi. Il est monstrueux. Moi, il me fait kiffer, lui. Il est monstrueux. Il est là à 10 mètres, poum, tchaf. Ça, c'est mon basket. Et moi, l'Australie, alors là, je ne sais pas comment ils font, cette équipe, parce que sur toutes les compétitions internationales, ils sont toujours quart demi-finale. Tout le temps, hein, ils sont toujours là à briller. Depuis les JO 2012, en gros. Ils font pas de bruit. Ils ont battu les Américains là en match de préparation. Bon, il y avait quand même regarder jouer dans la salle. J'imagine qu'il y avait un peu de bruit autour. Pas forcément bien agencé. Non, la caméra était cata. On connaît l'histoire. Mais non, mais cette équipe-là, moi je la trouve peut-être même plus forte que la Lituanie. Pour moi, c'est elle est très difficile à défendre. C'est les 3 meilleures équipes. Joe Ingles qui passe sa vie à 3 points dans l'intervalle, au rebond offensif. Della Vedova qui fait tout. Patty Mills qui est un feu follet. Les intérieurs. Bogut est remplaçant et arrive à influer sur ses petites passes D. Alors oui, il est moins fort qu'avant, mais comme il est remplaçant, c'est beaucoup moins grave. Ils ont quand même une paire d'intérieurs de pivot assez incroyable. On a fait le tour, je voulais parler de plein de trucs, je suis très content, je suis ravi. On n'a pas parlé d'Evan, mais Evan est sur le podium, on en reparlera si il taffe demain contre la Lituanie. On sera en direct, donc je vous le rappelle, chers amis, donc vers 16h, le match est à 14h sur Canal+. C'est Georges Eddy qui est sur place et qui commente ce match-là. Toi, on te retrouvera juste avec après. Steph Gentil. Avec Steph Gentil, absolument. On te retrouvera pour le match Grèce-États-Unis, qui est en différé juste après, parce que les matchs sont à peu près en même temps. Donc après le match de l'équipe de France, en général, il y a le match des États-Unis. Et on peut t'écouter commenter et disséquer ce que l'on voit. Je rappelle aussi qu'il y a un petit maillot à gagner, hein, les gars. Alors je sais que tu le veux absolument, mais c'est le maillot d'Evan Fournier qui est signé. Il m'aurait fait bien plaisir. Mais t'es grand fan d'Evan. Oui, beaucoup. Vraiment. Et en plus, tu sais, on te rappelle-toi, quand vous étiez cadet au PBR, on l'avait joué en amical quand il était au pôle de Châtenay-Malabry. On les avait et je me rappellerai toujours d'une anecdote. C'est Antoine Rigaudot qui était directeur des opérations basket à cette époque-là et qui m'avait dit comme ça, tu vois ce gamin-là, à l'époque c'était un gamin. Il avait les premières années minimes. Exactement. Il m'avait dit, tu vois ce gamin-là, si nous, Français, il parlait de toute la France. Si nous, Français, on ne se débrouille pas pour l'envoyer en NBA, on n'aura rien compris. Et ça m'est toujours resté dans la tête. Et un jour, j'aurai une discussion avec Evan pour aller un peu plus loin là-dessus. Et ben voilà, tu vois. Donc Evan, merci d'avoir signé ce maillot. On te souhaite le meilleur demain contre la Lituanie. On souhaite à nos Bleus le meilleur. On se retrouve donc demain soir, demain après-midi. Merci Chris, c'était cool de t'avoir. Ouais, tu reviens. Sympa. On essaie de te faire revenir sur un débrief de l'Australie sur le quart de finale. Ça te va? Vous m'appelez, je monte sur ma trottinette et j'arrive. Et tu déboules. Et ben merci beaucoup Chris, c'était très cool de t'avoir. Merci à Apollo qui a géré. Merci à Sully qui a fait 5 minutes le son. Tu régales mon Sully. On se retrouve demain. On embrasse Erwan. Envoyez-lui plein de petits cœurs d'amour sur Twitter. Pas trop. Parce qu'il va être jet-lagué demain. Je sais pas dans quel état on va le retrouver. Oui, il va commencer à pleurnicher. Ah, je sais pas comment. Non, pas trop. J'embrasse aussi Steph, hein, évidemment, avec qui on a préparé cette émission. Notre ami qui m'envoie des messages pendant l'émission, qui me dit évidemment beaucoup de la merde. Donc n'hésitez pas à liker cette émission, à mettre des petits pouces bleus et à donner vos commentaires et vos avis sur tout ce qu'on a dit. C'est toujours intéressant de vous avoir. Dites-nous comment l'équipe de France va se comporter demain. Merci et puis une bonne journée. Ciao, à demain. 11h56. Ouais,